Prenons un exemple précis. Nous voulons en savoir un peu plus sur les performances intellectuelles. Sans bien réfléchir, nous décidons de prendre pour point de départ les performances scolaires. C'est sur cette base que nous établirons les performances intellectuelles et que nous chercherons à en prédire le développement. Après tout, si l'on parle de performances intellectuelles, l'école semble tout indiquer. On constate alors que dans la perspective choisie, les Noirs ont en Amérique des performances inférieures à celles des Blancs, lesquels sont de leur côté légèrement inférieurs aux performances des Asiatiques. La critique pragmatique va s'interroger sur la nature d'une telle découverte. Dans le meilleur des cas, la discussion qui naît alors va suivre une démarche déconstructrice-reconstructrice. Que signifie performance scolaire? Quelles sont ses relations avec les autres formes de performance? Que veut exactement dire performance intellectuelle? Y a-t-il une performance ou des performances? La définition ne sera-t-elle pas subtilement marquée par ce qu'une culture choisit d'honorer, de récompenser et de cultiver? C'est le point de vue de Howard Gardner. Et si l'on prend le problème sous son angle politique, la performance scolaire n'est pas elle-même associée à un choix de programme scolaire qui donne une légitimité aux enfants des nantis et qui marginalise les enfants de ceux qui n'ont rien. Et l'on se rend rapidement compte que le problème de la définition de la performance intellectuelle nous renvoie à d'autres questions qui touchent à l'utilisation que nous voulons faire de cette définition dans des circonstances politiques, sociales, économiques et scientifiques données. La discussion est typiquement constructiviste et la procédure est clairement pragmatique. Est-ce du relativisme? S'agit-il de ce relativisme abominable qui met toutes les croyances sur le même plan? On peut se demander si qui que ce soit défend réellement ce point de vue. Le relativisme ne serait-il pas plutôt une création des philosophes essentialistes pour asseoir leur foi en une vérité pure, une compagne imaginaire à laquelle serait dévolu le rôle de trouble-fête dans le jeu de la raison pure? Rorty a raison lorsqu'il affirme que le relativisme n'est pas la pierre d'achoppement du constructivisme et du pragmatisme. En posant les questions pragmatiques, en quoi ce point de vue affecte-t-il mon propre point de vue sur le monde, ou les engagements que j'ai souscrits vis-à-vis de lui? On n'en arrive certainement pas au tout est bon. On peut en revanche dégager un certain nombre de présupposés qui permettent d'examiner les choix individuels. Dans The Predicament of Culture, un livre extrêmement pertinent, James Clifford souligne que les cultures ne sont plus homogènes, si elles l'ont jamais été, et que l'anthropologie doit désormais gérer la diversité. Tout ce qui fait appel à l'essence ou à une réalité aborigène, en accordant à la tradition le label de la vérité, participerait à une stagnation et à l'aliénation culturelle. Mais comment peut-on dire que le constructivisme affaiblit ou sape les choix individuels? Si savoir et perspective sont liés, qu'en est-il des valeurs, du choix que l'on peut faire d'une perspective plutôt que d'une autre? Est-ce vraiment affaire de préférence? Choisissons-nous nos valeurs selon nos goûts? S'il n'en est rien, comment les choisissons-nous? Deux conceptions psychologiques s'affrontent, aussi erronées et séduisantes l'une que l'autre. La première semble rationnelle, l'autre affiche une irrationalité romantique. Cette dernière prétend que les valeurs sont fonction de réactions viscérales, de conflits psychiques transférés, du tempérament. Si les irrationalistes prennent en compte la culture, c'est pour s'y approvisionner. C'est une sorte de self-service des valeurs où chacun vient choisir son menu selon ses penchants ou les conflits dans lesquels il est engagé. Les valeurs ne sont pas considérées comme un rapport entre l'individu et la culture. Leur stabilité ne serait qu'une affaire d'entêtement, de rigidité névrotique. Les rationalistes, quant à eux, adoptent un point de vue sensiblement différent qui plonge essentiellement ses racines dans la théorie économique, et particulièrement dans celle du choix rationnel. Selon eux, nous exprimons nos valeurs dans un choix situation par situation, et nous sommes guidés par des modèles rationnels, comme la théorie de l'utilité, les règles d'optimisation, la volonté de limiter les contrariétés. Ces choix, réalisés dans des conditions données, font apparaître des régularités notables, et l'on peut les rapprocher des fonctions qui ont été mises en évidence lors d'expériences de conditionnement opératoire sur des pigeons. Pourtant, dans toutes les études publiées sur le choix rationnel, le psychologue voit surtout apparaître des anomalies très nettes, des épisodes où les règles de l'utilité ne sont précisément pas respectées. L'utilité, c'est le résultat de la multiplication de la valeur d'un choix précis et de la probabilité subjective de sa réussite. Elle a été la clé de voûte de la théorie économique depuis Adam Smith. Que nous apprennent ces anomalies? Richard Herrstein
en décrit une assez amusante qu'il appelle « C'est plus cher à la douzaine ». Les gens préfèrent prendre un abonnement annuel à un cycle de concerts, alors même qu'ils savent pertinemment qu'ils n'assisteront qu'à la moitié des représentations. On peut traiter cette anomalie en assignant à ce choix des valeurs comme le snobisme, l'engagement ou la paresse. Ce faisant, on replace ce comportement dans la théorie de l'utilité. Et la boucle est bouclée. Si vous adhérez à la théorie de l'utilité, ou à l'une de ses variantes, il suffit d'accoler certaines valeurs aux choix opérés, de telle manière que les choix de comportement soient conformes au dogme. Mais cette théorie ne nous apprend pas grand-chose sur la naissance des valeurs. Elle ne nous dit pas s'il s'agit de réactions viscérales, si elles sont historiquement déterminées. Surtout, ces deux approches évitent un problème fondamental. Les valeurs qui s'attachent à un mode de vie et l'interaction des différents modes de vie constituent précisément une culture. Nous ne tirons pas nos valeurs d'un chapeau, au coup par coup, à chaque fois que nous sommes en situation de faire un choix. Ces valeurs ne sont pas davantage le produit d'individus isolés, pétris de principes rigides et de névroses. Elles sont, au contraire, communes et conformes aux relations que nous entretenons avec une communauté culturelle. Elles remplissent des fonctions bien précises dans la communauté. Charles Taylor a noté que les valeurs qui sous-tendent un mode de vie ne sont que très rarement ouvertes à une remise en cause radicale. Elles font intimement partie de l'identité personnelle, en même temps qu'elles situent l'individu dans une culture, dans la mesure où une culture n'est pas abâtardie, au sens que Sapir donne à ce mot. Les valeurs dans lesquelles ses membres sont engagés fournissent la base pour la réalisation satisfaisante d'un mode de vie donné, ou au moins une base de négociation. On pourrait objecter que la vie moderne est pluraliste et que les changements extrêmement rapides qu'elle nous impose créent des conflits d'engagement et de valeurs. Du coup, il devient difficile de discerner ce qui est juste dans le domaine des valeurs. Nous sommes dans l'incapacité de prédire ce qui sera bon demain. Mais alors, comment supposer que dans ces conditions, on puisse combattre les incertitudes en manifestant un attachement obstiné à la notion de valeur absolue? On peut au mieux espérer qu'émergera un pluralisme viable, appuyé sur la bonne volonté à négocier les différences. Une dernière considération générale découle de tout cela, une raison supplémentaire pour laquelle il me paraît évident que la psychologie culturelle n'a rien à craindre du spectre relativiste. Il s'agit de l'ouverture d'esprit, que ce soit en politique, en sciences, en littérature, en philosophie ou dans les arts. Elle est nécessaire afin d'être prêt à expliquer connaissance et valeurs, selon des perspectives multiples, sans jamais perdre de vue le nécessaire respect pour les valeurs de chacun. C'est la clé de ce que nous pourrions appeler une culture démocratique. Nous avons payé cher pour apprendre qu'elle ne tombe pas du ciel et qu'elle n'est pas assurée de survivre. Comme toute culture, elle repose sur des valeurs qui donnent naissance à des modes de vie et aux conceptions de la réalité qui y sont liées. Elle apprécie les surprises, parfois rafraîchissantes, mais elle n'est pas à l'abri des chocs que l'ouverture d'esprit nous réserve parfois. Parce qu'elle est ouverte, elle est secrète, elle secrète ses propres ennemis. Peut-être y a-t-il une contrainte biologique qui modère notre soif de nouveauté. Le constructivisme de la psychologie culturelle me paraît l'inscrire profondément dans cette culture démocratique. Il nous impose d'être conscients de la voie par laquelle nous sommes parvenus à notre savoir actuel et des valeurs qui sous-tendent nos perspectives. Il faut donc que nous rendions compte de ce que nous savons et de la manière dont nous le savons. Mais cela n'entraîne nullement qu'il n'y ait qu'un seul moyen pour parvenir à la signification, ou qu'il n'y ait qu'un bon moyen. La psychologie culturelle est fondée sur les valeurs qui me semblent convenir le mieux pour faire face aux changements et aux ruptures de la vie moderne. La psychologie scientifique affirme, non sans raison, son droit à combattre, à discuter et même à supplanter les principes de la psychologie populaire. Elle revendique la possibilité de nier aux opérations mentales et à la culture elle-même toute efficacité causale. À l'extrême, elle va même jusqu'à condamner des termes comme liberté et dignité, en affirmant qu'ils relèvent du domaine des illusions, alors qu'ils sont des pivots essentiels du système de croyance d'une culture démocratique. À ce stade, on dit parfois de la psychologie qu'elle est anticulturelle et anti-historique, et que son réductionnisme est anti-intellectuel. C'est peut-être vrai, mais il est non moins vrai que le zèle de certains positivistes extrémistes a relancé la discussion sur la nature de l'homme, et que leur insistance à mettre en œuvre des procédures de recherche objectives et opérationnelles a eu un effet plutôt salutaire. Elle nous a contraints à restreindre quelque peu nos spéculations. Une certaine inquiétude demeure pourtant. Je me souviens de la première conférence de Wolfgang Köhler à Harvard, dont le thème était « The Place of Value in a World of Facts ». Köhler
rapporté une conversation imaginaire avec un ami qui se plaignait de cette tendance de la psychologie à en conclure rien d'autre que elle décrit la nature humaine comme rien d'autre que la concaténation de réflexes conditionnés, de liens associatifs, de conduite animale transformée. Et cet ami s'inquiétait. Qu'arrive-t-il lorsque le postier et le Premier ministre en arrivent à partager ce point de vue? J'éprouve, moi aussi, cette inquiétude. Qu'arrive-t-il lorsque le modèle en vient à croire qu'il ressemble à son portrait? Souvenons-nous de ce que Picasso répondait aux amis de Gertrude Stein qui s'inquiétaient de ce que le portrait qu'il avait fait n'était pas ressemblant. Dites-lui d'attendre, disait-il, il finira par l'être. Il y a bien sûr une autre possibilité, c'est que le modèle finisse par se sentir parfaitement étranger au peintre. Et comme l'a dit Adrienne Rich, lorsque quelqu'un qui jouit de l'autorité du professeur, par exemple, décrit le monde et que vous n'en faites pas partie, il y a un moment de déséquilibre psychologique, un peu comme si vous vous regardiez dans un miroir sans vous y voir. Dans une société démocratique, les intellectuels représentent une communauté critique. Hélas, les psychologues ne sont jamais parvenus à se sentir concernés par cette définition. Ce doit être parce qu'ils sont trop impliqués dans l'image qu'a créée la science positiviste. La psychologie n'aurait à affronter que des vérités objectives, et elle peut s'abstenir de critiques culturelles. Pourtant, la psychologie scientifique se porte mieux lorsqu'elle reconnaît que ces vérités, comme toutes les vérités sur la condition humaine, sont fonction du point de vue qu'elle adopte sur cette condition. Et elle parviendra à une position plus efficace sur la culture, en général, lorsqu'elle arrivera à reconnaître que la psychologie populaire des gens ordinaires n'est pas seulement un ensemble d'illusions apaisantes, mais elle prend également en compte les croyances culturelles et les hypothèses qu'on met en œuvre sur ce qui fait qu'il est possible et satisfaisant de vivre ensemble, même au prix de sacrifices personnels importants. C'est là que commence la psychologie, et c'est en cela qu'elle est inséparable de l'anthropologie et des autres sciences culturelles. La psychologie populaire a besoin d'être expliquée, pas escamotée.